Bonjour tout le monde, bon vendredi matin. Aujourd'hui, je souhaite vous annoncer que j'ai écrit au nom de ma formation politique à Madame la ministre de la Réforme des institutions démocratiques, Madame Rita DeSantis, afin de lui faire part de notre volonté qu'elle change la façon dont le gouvernement procède pour les nominations des personnes désignées à l'Assemblée nationale. On parle notamment du commissaire aux lobbyistes, du directeur général des élections, du protecteur du citoyen, du vérificateur général, ainsi que du commissaire à l'éthique, dans le fond, qui requiert une nomination des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale. La façon que ça fonctionne, c'est que le premier ministre propose et par la suite, l'ensemble des députés votent sur la nomination. Mais moi, je vous parle de l'étape préalable à ça. Lorsque le gouvernement soumet les noms aux partis politiques, actuellement, le gouvernement ne soumet qu'un seul nom aux formations politiques. Dans notre esprit, afin d'avoir le meilleur candidat possible, le candidat le plus qualifié pour occuper une telle fonction, ça serait important que le gouvernement nous soumette une liste de candidats de 3 noms qui seraient prêts à désigner à titre à l'une de ces fonctions de personnes désignées à l'Assemblée nationale, de façon à avoir le meilleur candidat possible pour occuper cette fonction-là. Notre proposition s'applique également pour les membres de la Commission d'accès à l'information, de la Commission de la fonction publique, ainsi que de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui sont également nommés aux 2/3 par l'Assemblée nationale. Donc, actuellement, ils soumettent qu'une seule candidature et je crois que pour avoir une meilleure transparence, ça permettrait aux élus de pouvoir choisir parmi ces 3 personnes-là le meilleur candidat possible. Ça nous permettrait également aussi que les candidatures soient évaluées par chacun des partis et aussi que le processus soit entièrement confidentiel, que les parlementaires s'engagent à avoir ce processus confidentiel-là. Écoutez, je pense que pour nos institutions démocratiques, pour notre démocratie, c'est fondamental d'avoir le meilleur candidat possible pour occuper cette fonction-là et le candidat final pourra avoir cette opportunité-là d'être le meilleur candidat possible aussi. Donc, on souhaite la collaboration de la ministre DeSantis dans ce dossier-là, également de ma collègue du Parti québécois, Mme Yvon, la députée de Joliette, de façon à rendre ces nominations-là plus efficaces et aussi que le gouvernement modernise ses façons de faire et que maintenant, il ne soumette plus qu'un seul nom. Je pense que c'est important que le candidat qui va être désigné dans chacune de ces nominations-là soit le meilleur candidat possible. Comment on fait pour déterminer lequel des 3, par exemple, obtient le poste? C'est quoi la mécanique? Mais écoutez, actuellement, de la façon que ça se passe, là, le bureau du premier ministre envoie un nom au bureau de chacun des chefs. 3. Mais écoutez, Puis ça prend les 2/3 pour élire une personne, puis il y a 3 noms. non. Ce que je vous dis, dans le fond, c'est que les partis s'entendent avant que le nom soit appelé à la Chambre. Donc, actuellement, c'est ce qui arrive, mais le gouvernement ne soumet qu'un seul nom présentement. Si le gouvernement soumet 3 noms, bien, lui est déjà en accord avec ces 3 noms-là et les 2 oppositions pourront s'entendre pour le meilleur candidat possible qui est soumis. Je donne un exemple. Pour la nomination du jurisconsulte, le gouvernement avait fait parvenir 2 noms, 2 excellents noms aux partis de l'opposition. Mais les partis de l'opposition ont tous les 2 accepté, ont priorisé un nom parce qu'il s'agissait du meilleur candidat possible sur cette liste-là. Il faut donner l'opportunité aux parlementaires de désigner la personne la plus qualifiée au poste. Donc, préalablement, il ne faut pas que ce soit ce nom-là ou rien. Et la mécanique comme telle, c'est intéressant. Comment ça se fait? Est-ce que vous vous rencontrez autour d'une table? Est-ce que ça se fait dans une réunion plus formelle, dans votre idée de discuter des 3 noms, où chacun des partis travaille individuellement, puis après ça, adviendra ce que pourra? Bien, le bureau du premier ministre fait parvenir les 3 noms aux partis de l'opposition pour donner une possibilité d'avoir un candidat qui convient à tous. Parce qu'actuellement, ce qui arrive, c'est que le gouvernement ne soumet qu'un seul nom et parfois retire ou parfois ne retire pas son candidat. Et pourquoi faire cette sortie-là aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez voir un lien avec la nomination de la présidente de la Commission des droits de la personne cette semaine? Non, pas du tout, mais il y a plusieurs nominations à combler, notamment le commissaire à l'éthique qui s'en vient. Donc, je pense que ça va être fondamental qu'on ait plus qu'un nom pour notamment le commissaire à l'éthique et de façon à avoir le candidat le plus qualifié pour le poste. Pourquoi juste 3 noms? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 10? Pourquoi 3 noms? Ça n'empêchera pas parce que ce que je comprends, c'est que vous voulez éviter qu'il y ait des nominations qui soient partisanes. Oui, on veut éviter les nominations partisanes. On veut éviter aussi qu'il n'y ait qu'une seule candidature unique. Vous savez, quand vous êtes un employeur, là, puis vous embauchez quelqu'un, c'est rare que vous avez qu'un seul candidat à passer en entrevue. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une possibilité dans un domaine, là, supposons comme le commissaire à l'éthique, là,
il y a des gens extrêmement qualifiés dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a une seule personne qui répond aux exigences du poste, aux qualifications que ça nécessite? La réponse, c'est non. Alors, pourquoi le gouvernement s'entête à ne soumettre qu'un seul nom? Il faut éviter de faire de la politique avec ce genre de poste-là. C'est pour ça qu'on souhaite avoir une courte liste de 3 noms de la part du bureau du premier ministre pour donner la possibilité aux parlementaires de rendre le processus transparent, légitime et avoir davantage d'intégrité. En même temps, il n'y a pas... Vas-y, Alex. Oui. Mais donc, vous avez l'impression que ce qu'on vous soumet comme candidature, c'est pas toujours la meilleure? Bien, écoutez, c'est déjà arrivé que dans le passé, effectivement, ce n'étaient pas nécessairement les meilleurs candidats pour occuper la fonction. Je pense que collectivement, comme Assemblée nationale, on doit avoir la possibilité de choisir pour chacun des postes. D'autant plus que ça va renforcer nos institutions d'avoir la possibilité de choisir parmi cette courte liste. Vous savez, on ne peut pas avoir, comme disait M. Lacroix, supposons 10, 15 candidats parce que ça finira plus. Mais au moins, il y a une différence entre avoir un candidat unique, une pensée unique, puis d'avoir la possibilité d'avoir 3 experts dans leur domaine, 3 personnes extrêmement qualifiées, puis dire, bien, il y en a peut-être un qui ressort du lot, puis c'est celui-là qu'on va choisir, qui va être le mieux à occuper la fonction, l'importante fonction. Selon vous, dans le passé, sont des exemples là, que c'était pas le meilleur candidat? Bien, écoutez, je ne nommerai pas ces cas-là. Il y a des candidatures qui ont déjà été retirées. Il y en a qui ont été maintenues pour protéger la confidentialité puis pour protéger les institutions aussi. Vous dites que même actuellement, il y a des gens qui sont en poste qui, selon vous, ne sont pas les plus qualifiés. Bien, c'est pas ce que je dis, mais je dis que pour le futur, ça serait préférable d'avoir le meilleur candidat possible. Donc, nécessairement, s'il n'y a qu'une seule candidature, ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là qui a les meilleures compétences pour exercer le poste auquel il est destiné. Un seul candidat, ça veut dire parce que, je veux dire, il doit y avoir, il y a un système ou un processus de présélection qui se fait, qui est fait par le gouvernement, là, et qui ensuite, par le Conseil exécutif des emplois supérieurs, et ensuite, ça résulte en un seul nom qu'on présente à l'Assemblée. Donc, il n'y a pas un seul candidat sur le poste. Il y en a eu plusieurs avant qui sont passés à travers un processus de sélection. C'est à ce processus de sélection-là que vous ne faites pas confiance. Bien, écoutez, il y a 2 choses dans ce que vous dites. Là, ici, on parle de nomination par l'Assemblée nationale. On ne parle pas des nominations du secrétariat aux emplois supérieurs au niveau de l'exécutif. Ça, c'est un autre dossier où mon collègue Benoît Charette avait déposé le projet de loi 393, où on proposait que les nominations de l'exécutif soient validées par une commission parlementaire où tous les parlementaires seraient là, un peu à la manière américaine des nominations, supposons, qui sont validées par le Sénat américain. Ça, c'est la première chose pour l'exécutif. Pour nous, au niveau de l'Assemblée nationale, écoutez, le choix doit être fait par les parlementaires. Oui, il y a une présélection au niveau du bureau du premier ministre, mais ceci étant dit, ce ne sont pas tous les postes où il y a un affichage pour dire on prend les candidatures, on sollicite les candidatures. Oui, il y a une présélection, mais c'est normal aussi qu'à partir du moment où c'est l'Assemblée nationale qui approuve cette nomination-là aux 2 tiers, puis c'est rare là, qu'on approuve quelque chose aux 2 tiers à l'Assemblée nationale, on a spécifiquement nommé des personnes, on a désigné des personnes qui elles seront 2 tiers parce qu'elles représentent des institutions. Donc, vous ne pouvez pas demander aux parlementaires d'avoir qu'une seule nomination, de dire, bien, c'est elle ou c'est rien, puis qu'il y a de la politique qui soit faite avec ça. On va avoir une liste minimale de 3 personnes dans laquelle on va avoir les meilleurs candidats possibles. Puis il y a de multiples raisons pourquoi un candidat ou un autre n'est pas qualifié. Où il y a 3, par exemple, candidats qui sont présentés. Puis là, bien, il y a 3 partis qui choisissent leur candidat. Puis chaque parti choisit un candidat différent. On fait quoi? C'est retour à la case départ. Alors, si ils soumettent 3 candidats, là, vous préférez le C, puis le PQ préfère le B, puis le gouvernement préfère le A. Alors, on fait quoi, là? C'est un peu la même chose que la situation actuelle, où parfois, il y a un parti qui va dire « Non, je n'accepte pas cette candidature-là », puis parfois, le gouvernement va retirer la candidature, puis va en soumettre une autre. Mais je pense que les partis politiques, dans le cas d'individus pour occuper ces fonctions neutres-là, sont à même d'évaluer la candidature des gens et de constater que la personne qui est désignée est la plus qualifiée à l'être dans le domaine. Puis le meilleur exemple que je vous donne, c'est celle du jury-consulte, où les partis se sont entendus alors qu'il avait une liste de 2 noms dans ce cas-là. Si tu es encore sur le sujet? Non, pas sûr. Qu'est-ce que vous pensez à la CAQ de la possibilité qu'il y ait d'autres projets pilotes qui soient réactivés par Quester en gaz de schiste dans le coin de Bécancour et Lotbinière? Bien,
Honnêtement, je préparais mon point de presse ce matin. Donc, je crois que ça va être ma collègue de l'Énergie qui va répondre. Mais une chose qui est sûre, c'est que dans la circonscription de Bordua, le gaz de schiste, c'est pas quelque chose qui est bienvenu. La possibilité que le programme de Joey Juneau pour les jeunes hockeyeurs voit son financement amenuisé, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, encore une fois, je me suis vraiment concentré sur mon dossier ce matin, mais j'ai constaté qu'il y avait des coupures également. Mais vous savez, dans le Nord québécois, ils ont énormément de difficultés. Puis la protectrice du citoyen avait sorti un rapport l'automne dernier, notamment sur le cas de la prison de Pivernituck, puis de l'accessibilité à la justice là-bas. Puis le gouvernement s'est littéralement traîné les pieds. Ces communautés-là avaient des conditions de détention, supposons, qui étaient contraires aux droits offerts à tous les Canadiens. On constatait également que les gens, quand ils subissaient leur procès, parfois, ils ne comprenaient même pas l'acte d'accusation. Donc, je sais que le programme auquel vous faites référence avec Joey Juneau, ça visait, c'était le 10 millions pour éviter de construire un centre. C'était un programme de prévention. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler avec ces communautés-là, puis les programmes qui fonctionnent, bien, il faut voir s'ils doivent être maintenus aussi, parce qu'on a besoin d'un soutien de la part du gouvernement pour ces communautés-là, pour leur offrir des services. Est-ce que vous pensez que les révélations de la presse ce matin, comme quoi il y aurait peut-être d'autres allégations, comme M. Sklavounos, d'avance insistante, de comportement déplacé, est-ce que selon vous, ça remet en question son retour au caucus ou à l'Assemblée? C'est vraiment la responsabilité du premier ministre du Québec d'évaluer ces dossiers-là. Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, puis moi, je l'ai demandé, je siégeais sur la politique, sur le comité qui a développé la politique de harcèlement. Puis il y a une chose qui était très claire pour le comité, puis que j'ai demandé aussi, c'est que la politique s'applique au cabinet ministériel. Puis actuellement, encore aujourd'hui, elle ne s'applique pas. Donc le premier ministre a une responsabilité avec le président du Conseil du Trésor de faire en sorte que maintenant, la politique de harcèlement s'applique aux employés qui travaillent dans les cabinets ministériels. Vous voyez, on est dans une situation un peu dichotomique. Moi, les employés de l'Assemblée nationale, ils sont couverts par la politique de harcèlement. Par contre, à partir du moment où vous travaillez, supposons, pour le président du Conseil du Trésor, bien, vous n'êtes pas couvert par cette politique de harcèlement-là. C'est totalement inacceptable. Il y a un manque de leadership de la part du gouvernement libéral là-dessus. Ça devrait déjà être en vigueur. C'est pas pour des raisons techniques que ça ne devrait pas s'appliquer. Il est temps que le gouvernement mette l'accent là-dessus. Puis je veux être clair là-dessus aussi, c'est inacceptable d'avoir un climat où il y a des situations de harcèlement. Il faut que ça cesse. Et le whip du Parti libéral est responsable, le bureau du premier ministre est responsable également, s'il y avait l'un de ces députés qui avait ce genre de comportement-là et il était au courant. Donc, c'est à eux à faire cesser ça. Même si la politique de harcèlement n'était pas en vigueur à l'époque, la loi sur les normes du travail s'appliquait quand même, les articles 81 et point quelques et suivants, sur le fait qu'un employeur doit s'assurer qu'il n'y ait pas de harcèlement sur les lieux du travail. Donc, c'est la responsabilité du premier ministre, c'est la responsabilité du gouvernement libéral là-dessus. Mais vous, personnellement, est-ce que vous êtes à l'aise à siéger avec M. Sklavounos en chambre? Bien, écoutez, je pense que le premier ministre va devoir évaluer ses comportements à partir du moment où le premier ministre accepte les comportements de M. Sklavounos. Moi, je n'ai pas l'information à savoir quels ont été ses comportements à lui spécifiquement. C'est les informations que j'ai, mais moi, je ne m'assoirai pas avec M. Sklavounos pour évaluer son comportement. C'est la responsabilité du premier ministre, c'est la responsabilité du whip du Parti libéral. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ses comportements... Mais il y a une chose qui est certaine, M. Lacroix, c'est que les comportements allégués sont totalement inacceptables et l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale doit avoir un milieu de travail exempt de harcèlement. Puis sur ça, c'est non négociable. Vraiment, il n'est pas question d'avoir ce genre de comportement-là à l'Assemblée nationale. Tout le monde qui siège à l'Assemblée nationale, tout le monde qui travaille à l'Assemblée nationale, c'est pas uniquement les élus envers le personnel, bien, même le personnel entre eux, il faut aucunement qu'il y ait ce genre de comportement-là. C'est déplorable qu'on ait ce genre de discussion-là, puis que ça ne soit pas de l'acquis qu'on a un milieu de travail qui soit exempt de harcèlement. La politique, elle ne s'applique pas au cabinet ministériel. Pourquoi? À cause de séparation des pouvoirs? Mais en fait, ce qu'on nous a dit lorsqu'on a travaillé sur la politique de harcèlement, c'est que lorsque vous êtes député, vous relevez de l'Assemblée nationale, la présidence, tout ça. Et lorsque vous êtes ministre, bien, dans le fond, c'est le conseil exécutif. Donc, c'est la même chose avec les bureaux de circonscription. Je vous donne un exemple. Moi, dans mon bureau de circonscription, mon prédécesseur était ministre de l'Éducation supérieure.
Le matériel appartenait, le mobilier, tout, appartenait au ministère de l'Enseignement supérieur. C'est fini. Oui, ça a changé, là. Ben, ou ça va changer. Ben, je pense que dans le dernier budget, ils ont tous rapatrié les budgets d'immobilier dans le... C'était en discussion avec le comité À WIME. l'Assemblée nationale. C'était en discussion avec le comité WIME. Ça, c'est une chose, mais c'est encore plus grave, les personnes. Il faut que tout le monde soit sous la même politique. À l'exécutif, ils ne sont pas couverts par les politiques Ben, écoutez, contre le harcèlement des ministères, par hasard? oui. OK. Ceci étant dit, ça dépend, parce que vous avez politique du Conseil du Trésor, mais c'est pas dans chacune des ministères qu'il y a des politiques de harcèlement, nécessairement. Mais de toute façon, la loi sur les normes s'applique aussi. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est vraiment dans un régime particulier au Parlement. Vous connaissez l'environnement. Bien, écoutez, tout le monde se croise sur ça. C'est pas défini comme... C'est pas parce que, supposons, le ministère du Tourisme, un ministère séparé, que c'est différent, parce que la majorité des gens travaillent à l'Assemblée nationale. Fait que, comme institution, il faut que tous les gens qui fréquentent l'institution ici soient soumis à la même politique. Puis il faut surtout dire aux employés ici, voici le chemin pour déposer votre plainte, pour vous accompagner, pour faciliter la chose. Cette politique-là. Puis ça, c'est fondamental. Puis moi, le message que je veux livrer ce matin, c'est que ce genre de comportement-là, on ne l'accepte pas. Est-ce que la politique, elle permet de l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle permet d'enquêter sans plainte de harcèlement? À mon souvenir, il faut qu'il y ait une dénonciation. Mais ceci étant dit, ça n'empêche pas, en tant que whip ou en tant que chef de parti, d'assurer un climat de travail sain. C'est la responsabilité de l'employeur. Donc, même s'il n'y a pas de plainte, c'est la responsabilité de l'employeur d'assurer un climat de travail exempt de harcèlement. Ça, cette obligation légale-là n'est pas évacuée. Mais je veux dire, les fonctionnaires, c'est l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, mais c'est le supérieur hiérarchique. Supposons que vous prenez l'exemple de... Vous parlez de l'administration de l'Assemblée nationale? Oui. Bien, Là, on parle de pages, des allégations. Fait que ça, c'est... Le patron des pages, c'est l'Assemblée nationale. exactement. Bon. Fait que, est-ce qu'eux autres, ils ont une responsabilité? Est-ce qu'ils ont Tout à fait. Ils ont des les gestes à poser pour assurer que le climat de travail est sain? Ils ont les mêmes responsabilités que les Ils partis ne peuvent pas politiques. enquêter sans plainte. Bien, ils ont la responsabilité d'offrir un milieu de travail exempt de harcèlement. Donc, ils peuvent évaluer le processus en tant qu'employeur. Ils peuvent évaluer comment est le climat de travail. Ils sont en mesure de nous dire aujourd'hui s'ils font quelque chose. Pour assurer que le milieu de travail soit exempt? Ouais. Ben oui, mais Vous en pensez fait... que c'est leur responsabilité? En fait, c'est général. C'est une responsabilité collective ici qu'on a à l'Assemblée nationale parce que, vous savez, on n'est pas comme dans une compagnie en silo. Supposons il y a plusieurs intervenants, mais c'est la responsabilité de chacun des whips des formations politiques avec le secrétariat général de l'Assemblée nationale de s'assurer que l'Assemblée soit conforme. Mais il y a une chose qui est sûre dans tout ce qu'on entend par rapport aux allégations qui sont soumises, elles viennent d'élus. Supposons qu'on parle du cas de M. Sklavounos. Bien, dans ce cas-là, c'est la responsabilité du whip du Parti libéral de surveiller son caucus, puis de s'assurer qu'il n'y ait aucun geste de ce genre-là qui soit commis ici à l'Assemblée nationale et dans la société en général, mais ça exclut son champ de juridiction. L'Assemblée nationale a quelque chose à faire pour ses employés. Ben, en fait, l'Assemblée nationale doit s'assurer d'un milieu de travail exempt de harcèlement, puis je pense que l'Assemblée nationale fait ce qui est nécessaire en ce sens-là. Mais c'est un travail de collaboration avec les formations politiques. Merci beaucoup. Merci.